Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Qui se gave sur le dos des agriculteurs? C'est la question sans filtre que l'on va poser à nos invités. Rémi Dumery tout d'abord à ma gauche. Bonjour Rémi. Bonjour Jean-Paul. Gros céréalier. Alors grand, plutôt grand, je fais 1m93. Mais céréalier. Juste à côté, Nicolas Broutin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Président de Yara France, Laurent Debuyer. Bonjour. Bonjour. Directeur général d'Axema. Et puis Alessandra Kirsch, donc bonjour. Économiste, agroéconomiste pour un think tank qui s'appelle Agriculture Stratégie. Premier point, je remercie nos invités, fournisseurs du monde de l'agriculture d'être présents. Beaucoup ont dit non, eux ont dit oui, ils sont courageux, ils sont venus et ils ont certainement des arguments pour défendre des questions que moi j'entends souvent dire ou des propos que j'entends souvent sur le terrain en se disant ok, on parle souvent de l'aval, mais il y a aussi l'amont, les marges augmentent, les prix de vente augmentent. Ben voilà, on va en parler très très librement. Allez, j'attaque directement. Nicolas, le prix de l'engrais a baissé. Pardon, le prix du gaz a baissé, mais le prix de l'engrais n'a pas baissé autant. Alors le prix de l'engrais a baissé, si. Le mais prix pas du gaz. Autant. Alors le prix du gaz a baissé, ce qui est une très bonne nouvelle pour les producteurs européens, puisque les producteurs européens, souvenons-nous, avec la crise ukrainienne, se sont retrouvés dans une situation très compliquée avec des prix du gaz extrêmement hauts, ce qui nous a d'ailleurs obligés d'arrêter pratiquement jusqu'à 70% de la production. Aujourd'hui, on est sur des prix du gaz effectivement qui se sont régularisés, qui restent en Europe à des niveaux quand même plus élevés que dans d'autres bassins mondiaux. Je pense bien sûr aux États-Unis, je pense notamment à la Russie. Donc on a à nouveau une capacité à être compétitif, mais le prix des engrais s'est corrigé fortement. Le prix du marché directeur, qui est l'urée, n'a fait que baisser d'ailleurs depuis le mois d'août jusqu'au mois de janvier 2024. Aujourd'hui, on a une petite reprise qui est liée au niveau mondial, bien sûr à l'utilisation, qui est liée à la campagne qui arrive en Europe, mais de manière générale, si la correction a été extrêmement forte. D'accord. Donc toi, tu dis, on suit l'évolution de la matière première. Alors, c'est un marché... Alors, le prix du gaz est une chose, si vous voulez, mais le prix des engrais est déterminé par une offre et une demande mondiale. Je veux dire, c'est la détermination du prix. Aujourd'hui, la France, rappelons-le, importe 70% pratiquement de ses engrais. La France représente 1% de la consommation mondiale d'engrais. Donc, la France est totalement liée à un marché mondial. Et sur ce marché mondial, le marché directeur s'appelle l'urée. Le prix de l'urée détermine globalement le prix de l'azote, là je parle d'azote minéral, sur le marché mondial. Les prix français sont obligatoirement connectés puisque demain, vous savez, n'importe qui peut s'installer avec un téléphone et importer de l'urée dans un port français. Donc la compétition est féroce sur ces marchés. Il est extrêmement simple de comparer le prix de l'unité, extrêmement simple. Donc c'est un marché transparent et qui devrait peut-être être un peu plus d'ailleurs, nous c'est ce qu'on pense. C'est un marché totalement ouvert. On entend parler de monopole, c'est complètement faux. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est totalement libre. En revanche, bien entendu, nous, producteurs, ne vendons pas à l'agriculteur. Donc, direct, il y a des intermédiaires. Il y a bien sûr des intermédiaires qui fait que nous ne déterminons pas le prix culture. On en parlera justement après. Laurent, même question. On a l'impression que le prix des tracteurs augmente régulièrement tous les ans de quoi? De 5 à 10%. Et il descend jamais. Alors attention, ça a été vrai sur les 2 dernières années, 2021-2022, essentiellement parce qu'à l'époque, on avait des problèmes d'approvisionnement et que le prix de l'énergie, le prix de l'acier avait triplé, etc., etc. Donc il y a eu une répercussion au niveau des prix. Pour autant, si c'était chroniquement vrai, le résultat des entreprises serait au niveau européen, ce qui n'est absolument pas le cas. Si on regarde les 2 codes d'activité qui sont chez nous, les distributeurs et importateurs d'un côté et les fabricants de l'autre, la marge moyenne nette des distributeurs et importateurs est de 3% et la marge moyenne des fabricants est de 4%. Et si on regarde l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires, nous sommes les derniers de la classe en Europe. Nous sommes les 27e. Tout le monde est devant nous et l'Allemagne caracole en tête à 18% quand nous on est à 6%. Mais alors comment l'expliquer? L'explication on n'est pas mauvais. Alors non, par contre, je pense qu'on est largement plus chargé que les autres dans l'ensemble de la chaîne de valeur de nos entreprises, que ce soit sur les taxes, les charges sur salaire, etc. Et le différentiel en particulier avec l'Allemagne, puisque je l'avais étudié à l'époque, quand on met la clé dans la porte le matin, il est de 6 points.
Donc après, il y a une question de taille, une question de volume, une question de marché. Mais il ne faut pas confondre les sociétés qui ont un marché mondial, comme les tractoristes, avec les sociétés qui ont un marché français ou européen. Et ne pas confondre le fait qu'une société comme un tractoriste qui vend au niveau mondial va vendre sur des marchés beaucoup plus profitables que la France et donc au global va faire plus d'argent. Donc il faut faire attention à l'interprétation des chiffres. Et cet effet cliquet qui fait que quand ça monte, on monte les prix, quand ça baisse, on ne les descend pas forcément, même si aujourd'hui j'ai cru comprendre qu'un certain nombre de fournisseurs avaient baissé les prix, pas forcément en tarif mais en remise. Ça vient de cet état de faiblesse chronique de nos marges et qu'il nous faut absolument remonter pour regagner en compétitivité. C'est aussi pour ça que, alors je sais que ça énerve les constructeurs, mais les prix des matériels en France sont 10% des fois plus chers que sur d'autres marchés comme l'Allemagne. C'est lié à ce différentiel ? Probablement, et aussi au fait que les charges de mécanisation, si on les regarde, n'ont pas augmenté dans les 15 dernières années. Et si elles ont augmenté chez un certain nombre d'exploitants, c'est principalement lié au poste carburant et au poste ETA, c'est-à-dire travaux annexes. Les travaux annexes. Ben justement, on va demander à notre céréalier Bosseron qu'est-ce qu'il en pense. Moi, je pense que ce qui gave le dos des agriculteurs, c'est pas les coûts des intrants, du matériel, autre chose comme ça. Finalement, on est des chefs d'entreprise, donc on achète à des moments différents, on choisit nos fournisseurs, on fait jouer maintenant les fournisseurs qui sont sur les réseaux, sur l'internet et tout ça. Moi, ce qui me gave, c'est tout ce que je peux faire ou que je mets en place sur mon exploitation et qui ne crée pas de valeur. Quand j'achète de l'engrais, je fais du blé dur pour faire des bonnes pâtes, je fais de la protéine. Quand j'ai un tracteur où j'utilise des produits phyto, c'est pour faire de la qualité, des choses comme ça. Moi, ce qui me gave, c'est toute la réglementation qui pèse sur moi et qui fait... et qui profite à qui, en fait? Justement, c'est le gros problème. Ça profite même pas à l'État, ça profite peut-être à l'administration, ça crée sans doute de l'emploi. Je suis vice-président d'un centre de gestion. On fait de la comptabilité, on fait de la TVA, on fait des CSP, on fait de la PAC, on fait des choses comme ça. Et tout ça, c'est des coûts qui sont imposés, mais qui n'ont pas de valeur. Qui servent à rien. Et qui servent à rien. Il faut le dire. C'est ce poids des normes, et c'est ce poids des choses-là qui nous mettent en difficulté, nous, en France, par rapport à la compétitivité des autres exploitants agricoles. Je résume, tu es prêt à acheter plus cher, mais tu ne veux pas perdre du temps. Je ne suis pas prêt à acheter plus cher. Je suis prêt à acheter au meilleur prix pour faire fonctionner une entreprise. Mais l'entreprise agricole n'est pas une entreprise comme une entreprise industrielle. Pourquoi? Tu veux que je te le dise? Vas-y, oui. Voilà, je vais te le dire. Fini. Parce qu'on a plein d'aléas. On a des aléas climatiques, on a des aléas de marché, mais on a aussi des aléas réglementaires. Et c'est ces aléas qui nous pèsent et qui me gavent le plus. Ouais, c'est la simplification qui est tant demandée de ces jours-ci. Alessandra, quel regard tu portes, toi, en tant qu'économiste? Alors, en tant qu'économiste, je vois qu'on a très envie de trouver des coupables. Donc, que ce soit à l'aval, que ce soit à l'amont, que ce soit chez les industriels, que ce soit chez les distributeurs, on aime bien dire c'est la faute d'un tel si l'agriculture va mal. La vérité, si on regarde les chiffres et si on regarde l'évolution de la valeur de l'alimentation, c'est la valeur de l'alimentation qui baisse en fait. C'est-à-dire que vous avez des études qui démontrent que pour produire un même niveau de richesse à l'échelle de l'exploitation, aujourd'hui, il faut une intensité en capital beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que la valeur de l'alimentation a baissé avec le temps. Donc, pour produire un même niveau de richesse, il faut produire davantage d'alimentation. Et pour ça, il faut des outils plus performants à l'échelle de l'exploitation. Donc, du matériel plus performant qui coûte plus cher, des semoirs qui sont plus larges, des tracteurs qui sont plus puissants pour faire plus rapidement à l'hectare. Et du coup, la productivité, les gains de productivité à l'échelle de l'exploitation, ils ne sont pas nécessairement captés par les uns ou par les autres. Ils bénéficient à une seule personne, c'est le consommateur final, puisque vous savez que la valeur de l'alimentation dans le budget des ménages a fortement diminué. Après, on nous dit, c'est une question d'arbitrage, c'est pas normal que les gens ils soient capables d'acheter des iPhones et pas capables de mettre davantage dans leur alimentation. Il faut aussi avoir conscience que si le poids de l'alimentation a baissé dans le budget des ménages, c'est pas pour autant que le pouvoir d'achat a augmenté.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'autres postes dans le budget des ménages, comme le logement, comme les assurances, comme le carburant, qui a augmenté. Et tout ça, c'est dans un budget des ménages, tout ce qui est avec des prélèvements en début de mois ou en fin de mois. Et ce qui reste à la fin sur le compte, c'est ce qui sert à l'alimentation. Et malheureusement, il n'en reste pas plus qu'avant, en fait. Mais alors, ça profite à qui? Je viens de le dire, au consommateur qui peut payer plein d'autres trucs grâce à ses gains de Qui peut acheter productivité un de téléphone l'agriculteur et plutôt grâce à que de sa se nourrir. qui peut surtout payer un logement, avoir une voiture pour aller travailler, c'est un peu important. Et les ménages qui ont le plus faible pouvoir d'achat, c'est sur eux que repose le plus d'efforts par rapport à l'alimentation. C'est sur les ménages qui ont le plus faible pouvoir d'achat que la part du budget dédié à l'alimentation est la plus importante. Et c'est eux qui ont moins de sous. Donc c'est eux qui sont censés faire le plus d'arbitrage en prime. Donc toi, tu dis clairement, c'est l'aval, la problématique. C'est le consommateur. Non, c'est des gains de productivité qui, à la fin, permettent de diminuer le coût de l'alimentation au bénéfice du consommateur. Du consommateur, oui, c'est ça. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de voir le problème différemment. Est-ce que, OK, on se prend la tête avec trop de choses à faire qui servent à rien. Ça, c'est l'administration. Ça fait 20 ans qu'on en parle. 20 ans que les gouvernements ne font rien ou presque rien parce qu'ils disent ça descend pas la pyramide, il y a le ventre mou de l'administration qui fait que c'est encore plus compliqué. Et peut-être que l'année prochaine sera encore plus compliqué. Cette année, on va être pragmatique, quitte à être un peu pessimiste. Mais on a créé plein d'intermédiaires. Quand toi, tu achètes un produit phyto, tu as une coopérative entre. Cette coopérative, elle facture un nombre de services. Ces services, ils sont répercutés sur l'amont, sur le prix de vente du produit phyto. C'est toi qui les achètes. On a des technologies de plus en plus complexes sur les tracteurs. Est-ce qu'on les utilise vraiment? Est-ce que, justement, aussi, on ne se complexifie pas la vie? Et en fait, les matières ou les intrants qu'on a besoin, on a toujours en eu besoin. Mais c'est tous les services qui sont autour. Et je crois qu'on a voulu réduire le chômage en France en créant que du service. Et on a perdu pas mal de l'industrie, on a perdu pas mal d'outils qui nous permettaient de gagner de la compétitivité. Moi, quand j'ai essentiellement des vieux tracteurs, j'ai même pas d'isobus dessus, mais j'ai des câbles partout avec des capteurs partout. Mais ça veut dire qu'on peut les remettre au goût du jour. Mais le problème, c'est le service, je crois. On nous fait payer des services, on nous impose des services, on nous impose le CSP, par exemple, et on voit bien que ça ne sert à rien, quoi. Le conseil, oui. Il faut que tu expliques ça. Le conseil stratégie phytosanitaire. En gros, c'est 300 € par an, c'est ça? Ouais, sur 5 ans. Sur 5 ans. Et puis, on sait que ça va arriver au même résultat que les deux précédents plans éco-phyto. Oui, Nicolas. Alors, sur les marchés de commodités, il y a la question de la volatilité. Rémi l'a dit, on doit gérer cette volatilité à tous les niveaux. Au niveau producteur, au niveau distributeur, au niveau agriculteur. La demande en culture n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire. La production, elle est totalement linéaire. Ça veut dire que les maillons intermédiaires sont essentiels. Ils sont essentiels. Nous, en France, on vend aucun produit directement aux agriculteurs, même si on le livre directement aux agriculteurs. Mais il y a plein de pays où on vend directement aux agriculteurs. Oui, bien sûr, y compris en Europe et y compris à proximité de la France. Nous, notre politique, c'est de travailler avec ces distributeurs. Ils ont un rôle fondamental quand même, c'est de gérer cette volatilité et c'est de gérer des périodes où il n'y a aucune demande par rapport à des périodes où il y a une demande très très forte. Et ce pilotage de la volatilité, c'est le cœur de notre métier en commodité. C'est le cœur de notre métier, c'est là où vous pouvez perdre beaucoup d'argent. C'est valable pour les engrais, c'est valable pour les céréales, et les agriculteurs connaissent bien ces métiers. La question qui se pose, c'est quels sont les outils de sécurisation? Ils existent en céréales. La raison pour laquelle en engrais, ils n'ont jamais réussi à se développer, c'est que finalement, le nombre d'acteurs ne permet pas la liquidité suffisante du marché. Donc ça, ce sont des pistes qui ne se sont pas vraiment développées, ni en France, ni en Europe, ni d'ailleurs dans le monde. Il y a vraiment la gestion de la volatilité. Moi, le message que je passe aux agriculteurs, c'est toujours le même, c'est autant que possible, chercher à fractionner, parce que sur un marché avec de telles variations, et quand on connaît la sensibilité géopolitique de nos activités, il faut impérativement, dans le temps, essayer de fractionner son risque. Face à la volatilité, il faut de la sécurité. Il faut vraiment qu'on ait aussi accès justement à ces biens. Le jour où on n'aura plus accès à des engrais ou à des tracteurs, là on sera dans une autre situation.
Alessandra. Moi, je voulais revenir sur le côté, le rôle de la coopérative en tant qu'intermédiaire qui vend des engrais, qui facture, etc. Il y a pour beaucoup de monde une certaine opacité sur le fonctionnement de ces coopératives. Il ne faut pas oublier que là où la coopérative va faire du bénéfice sur les ventes d'appro, c'est ce qui va aussi lui permettre de faire des ristournes en fin d'année pour complémenter le prix d'acompte payé aux agriculteurs. Donc une COP, si elle marge sur un produit en appro, c'est pour donner à la fin des ristournes et redispatcher les bénéfices. Donc il y a quand même ce point-là. Et je voudrais revenir aussi sur le côté conseil. Moi, je trouve ça dramatique qu'on fasse payer du conseil qui ne serve à rien et que ça n'aboutisse pas à quelque chose de positif pour l'agriculteur. Mais aujourd'hui, être conseiller, c'est hyper compliqué. J'aimerais pas être conseiller technique en production végétale parce que vous êtes un conseiller qui propose à l'agriculteur de prendre un risque, de faire une économie de marge en évitant un produit, en remplaçant par quelque chose. Si ça marche bien, tant mieux, vous êtes le meilleur de la terre. Mais si ça marche pas, ça se voit direct. Alors le conseiller, son intérêt, c'est de faire des trucs qui marchent et surtout pas être pris en défaut. Donc c'est de dire, va traiter. Comme ça, je me couvre et je suis tranquille. Et le jour où on va arriver à développer des outils pour faire en sorte que le risque ne repose pas sur l'agriculteur, que s'il y a une perte de rendement, ce ne soit pas l'agriculteur qui trinte, là, on aura fait des vrais progrès. Laurent. J'ai l'impression qu'on paye le temps plus cher aujourd'hui qu'il y a quelques années et dans un certain nombre de domaines. Si on prend la consommation, on achète beaucoup plus d'ultra transformés que de produits naturels parce qu'on ne prend pas le temps de faire la cuisine. Et si vous prenez le temps des agriculteurs, il est devenu beaucoup plus cher parce qu'on manque de main-d'œuvre, parce qu'on passe moins de temps dans les machines et pour autant, les contraintes climatiques raccourcissent les fenêtres de tir, les contraintes d'aléas raccourcissent les fenêtres et on veut aller plus vite, plus loin avec moins de personnes. Et donc on achète des machines plus grosses, plus puissantes, plus efficaces, etc. Ouais. Et cette notion de temps devient cruciale parce que si on n'arrive pas à un moment ou à un autre à régler ce problème-là, on continuera d'augmenter le prix de la prestation au sens global du terme. Alors, on va accueillir notre invité de la dernière minute. Il s'appelle Michael Jacquemin, c'est une star. Il est céréalier, lui, dans la Marne. Vous pouvez l'applaudir, d'ailleurs. Il a toujours des bonnes choses à dire. Alors, ta vision, Michael. Alors, autour de la... Parce qu'en fait, je n'ai pas pu démarrer l'émission. Alors, autour de la table, il y a les engrais. Ouais. Il y a le machinisme. Non, la vision globale économique. Voilà. Et l'agriculteur comme toi. Donc, pas la même région. Comme d'habitude, Jean-Paul est sur des titres un peu accrocheurs. Donc, qui se gave. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on ne tape pas sur les engrais et on ne tape pas sur le machinisme aujourd'hui. Si, moi, j'ai posé la question. On n'a pas encore parlé de on peut parler phyto. Donc, allez, vas-y. Non, mais l'agriculteur. Ouais. Non mais vous dire simplement, moi je suis vraiment très fier d'être agriculteur et je pense que Rémi partage totalement. Et encore plus fier parce que les chiffres nous disent que derrière un agriculteur, il y a 5 personnes qui travaillent dans les filières. Donc on est vraiment un acteur primordial dans l'économie française. Et c'est historique et on a toujours constitué, et c'est la force de l'agriculture, on a toujours réussi à s'organiser, alors autour d'organisations collectives qui nécessitent forcément de l'accompagnement. Je vous ai entendu parler 2 secondes là sur les coopératives, mais c'est une vraie force. Et là, grâce entre autres aux coopératives, on a pu générer un peu de ressources pour pouvoir réinvestir parfois dans des filières. Et ça, c'est important et stratégique parce que la valeur dont chaque maillon, chacun doit capter sa part de valeur, il faut qu'elle soit raisonnable. Et c'est là où parfois on se pose un peu des questions. Est-ce que tout le monde respecte un petit peu cette répartition de la valeur ? Michael, tu nous as fait des réponses de politique. La question, c'est qui se gave sur le dos des agriculteurs ? Tout le monde y a répondu, toi. Ta vision, c'est quoi alors ? Là, il faut mettre des experts autour d'une table et puis faire des réunions de travail et puis faire des audits. Bon. Non, globalement, c'est vrai que c'est nettement plus compliqué. Et c'est vrai j'ai juste entendu en arrivant les commodités. Moi, je me dis, il y a quand même des... C'est là où, à mon avis, ça se gave beaucoup et on ne se rend pas trop compte. Des spéculateurs qui n'ont rien à voir avec le milieu agricole. Sur Euronext, sur Chicago... ces tonnes de blé, combien de fois ils sont achetés, vendus, et les agriculteurs à côté, ils passent, je pense, à côté de beaucoup de valeur. Alors c'est une force parce que ça permet de nous couvrir. Alors faut-il arriver au bon moment sur le marché,
Mais là, je pense qu'il y a vraiment une grosse quantité de valeur qui est générée, je ne vais pas dire virtuellement, mais un petit peu quand même, grâce à tout le travail que les agriculteurs européens ou, je vais dire, planétaires au niveau Chicago, parce qu'on produit quand même, nous, pour le coup, de la vraie matière. Ouais, et puis tu sais que maintenant, c'est les ordinateurs qui passent X ordres à la seconde. Donc voilà, c'est l'intelligence artificielle qui va prendre cette valeur. Michael, merci beaucoup de nous avoir rejoints en fin d'émission. Laurent, merci et bravo d'avoir défendu ce point. Je rappelle que vous avez fait, dans le cadre de ce salon, 10 propositions pour augmenter la compétitivité du machinisme agricole en France. Alessandra, merci beaucoup. Rémi, avec plaisir toujours de t'accueillir ici. Et de même pour toi. Voilà, merci bien. Et puis surtout, merci à vous.